Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass. J'espère que vous allez bien avec un nouvel invité, Samy Kayedo, qui est diplômé d'expertise comptable en 2023. Donc on va dire que c'est assez récent, Samy. Et puis je t'invite aujourd'hui parce qu'on va aborder un sujet qui est très important. À la fois monter son cabinet en partant de zéro. Aujourd'hui, tu es tout seul et tu vas nous expliquer ce sur quoi tu t'es spécialisé. Tu es aussi... on va dire, détenteur d'un étendard qui est le meilleur mémoire du futur 2024. Et puis, c'est très en lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Bienvenue, Samy, dans le podcast. Bonjour Nicolas, merci de m'inviter. Je suis hyper honoré. J'ai beaucoup écouté de podcasts, donc ça fait un petit peu bizarre d'être de l'autre côté. Écoute, bienvenue. Ça fait très plaisir. Bienvenue. Alors, Samy, première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir expert comptable? C'est quoi la flamme qui t'a amené dans cette profession? Écoute, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être entrepreneur, vraiment depuis que je suis gosse. Mon père avait une entreprise dans le bâtiment, donc c'était un petit peu logique que j'aille dans cette voie-là. Mais je ne savais pas trop, finalement, dans quel type de société je serais amené à faire ça. Et finalement, je pense que la voie d'expertise comptable est la meilleure voie, puisque tu accompagnes tout type d'entrepreneur, justement. Ton père, tu dis qu'il était entrepreneur et donc dans le bâtiment. Comment tu le regardais, toi? Comment tu voyais sa vie? Comment tu voyais l'entrepreneur avec cet exemple que tu avais à la maison? C'était quelqu'un de très investi, aussi pas forcément, tu vois, il faisait des gros horaires, etc. Mais il y avait aussi la récompense derrière. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là, où avec le travail, tu peux arriver à faire des choses. Finalement, en tant qu'entrepreneur, tu peux aller beaucoup plus loin que si tu es juste salarié, où tu vas être limité un petit peu dans ton cadre. Et moi, je voulais justement exploser ce cadre et pouvoir me dire j'ai envie de toujours aller plus loin et surpasser, challenger. Voilà, me challenger tout au long de ma carrière. Et alors, tu vois, c'est marrant parce que tu vis avec un entrepreneur. Lui, son rapport avec les chiffres, c'est quoi? Est-ce qu'il se dit, vas-y, à l'arrache, vas-y, je fais des devis comme ça, la comptabilité comme ça? Est-ce qu'il est accompagné? Comment tu le vois, toi? Oui, il avait un expert comptable. Puis il y avait ma mère aussi qui s'occupait de toute la partie facturation, administratif, etc. Après, il y avait forcément, tu vois, il y a un certain recul avec les chiffres. Il n'y a pas la même appétence. Ouais, bien sûr. Et d'où la nécessité d'avoir un expert comptable. Mais à l'époque, j'avais aucune idée de ce que son expert comptable faisait. Donc ça prouve bien, tu vois, que même lui, s'il n'a pas réussi à totalement me transmettre comment son expert comptable l'accompagnait, qu'il n'avait pas totalement connaissance ou qu'il ne comprenait pas totalement le rôle de son expert comptable. Ouais, alors là, tu pointes quelque chose qui est très important. Justement, on abordera ça après dans le cas de l'épisode. Toi, tu as décidé de ne pas faire de production comptable et te spécialiser sur des missions, comme j'aime le dire et comme tout le monde aime le dire, à haute valeur ajoutée, sur le conseil et blablabla, j'en passe et des meilleurs. Mais tu dis que lui, il avait finalement peut-être pas vu la valeur de l'expert comptable. Et je pense que en fait, dans l'écosystème, il y a beaucoup d'experts comptables qui souffrent justement de cette manque de valorisation, parce que pour 200 € par mois, on va te demander tout. Et donc, tiens, est-ce que tu peux me faire ça, est-ce que tu peux me faire ça? Et lui, l'entrepreneur, lui, pense que 200 € par mois, ça fait le taf, quoi. Et donc, c'est normal de payer ce prix-là. Et d'imaginer le conseil où tu vas payer plus cher, c'est peut-être pas forcément intuitif pour l'entrepreneur. Donc là, je pense que, alors ça, c'est message à toute la profession, il faut vraiment réussir à marketer son offre pour que l'entrepreneur, il voit la valeur perçue à mort, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'amène dans les études d'expertise comptable? Et puis, on en discute un petit peu en off. Bon, toi, excuse-moi du terme, mais à l'école, t'es nul, quoi. Excuse-moi du terme. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à gravir les échelons et que tu prends plaisir aussi dans ces études? Comme tu l'as dit, clairement, j'étais un cancre. J'avais 7 de moyenne en seconde. Là, vraiment, j'étais descendu très bas. Je t'avais compris que si je voulais avoir la paix avec mes parents, il fallait que j'ai 10. Donc, je suis devenu monsieur 10. Vraiment, okay. J'ai eu 10 après toute ma vie, à part au deck. Et en fait, je pensais vraiment que dans ma vie, ça allait être facile. J'étais jeune, j'avais confiance en moi. Je pensais que j'avais des capacités et que du coup, j'avais pas besoin de travailler. La réalité, c'est pas du tout ça. Hein. Quoi qu'il arrive, il faut bosser. Et du coup, je me suis pris quelques claques. Je suis arrivé au bac. J'ai une anecdote sur le bac parce que j'ai très peu révisé. Une des seules matières que j'ai révisées, c'est l'histoire géo, où j'ai pas vraiment révisé. J'ai été voir les pronostics sur Internet. J'ai vu un prof d'histoire qui disait oui, ça va être majeur, histoire, la France de 1945 à nos jours, et mineur géo, carte du Brésil.
Moi, j'ai dit, OK, très bien, j'apprends que ça. J'ai appris le corrigé par cœur. Je suis arrivé le jour des examens, j'ai vu mes potes, j'ai dit, vous allez voir, ça va être la France de 1945 à nos jours et mineur géo, le Brésil. Ils se sont foutus de moi, ils ont dit, mais Samy, t'auras jamais ton bac, c'est pas possible. Je rentre dans la salle, on retourne nos copies, sujet, la France de 1945 à nos jours et la carte du Brésil. Incroyable. Incroyable, et je me suis dit, c'est bon, je suis sauvé, j'ai mon bac, je vais avoir 18. Bon, j'ai eu 8 ans. Comme quoi, d'avoir le corrigé et les pronostics, c'est pas toujours la bonne solution. Énorme fiasco, heureusement, les maths m'ont sauvé et j'ai eu 10 au bac, comme tous les autres diplômes. Et voilà, et donc ensuite j'ai avancé, j'ai fait une école de commerce. En même temps, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, je voulais devenir joueur professionnel sur un jeu qui s'appelle League of Legends, donc je séchais énormément. Et en fait, les années sont passées et j'ai eu l'impression de pas avoir appris grand-chose, de pas être technicien finalement. Et ça me dérangeait parce que du coup, j'avais ce souci de j'ai pas le sentiment d'être bon dans quelque chose, donc j'ai pas trop confiance en moi, je vois pas trop comment je peux me vendre sur le marché. Et là, je me suis dit, ok, non, il faut que je me reprenne en main, il faut que je revienne un petit peu en arrière. Et donc, je quitte l'école de commerce et je dis, je fais un DCG. Et donc, je reprends de zéro le DCG, mais toujours avec la confiance en moi que j'avais, en me disant, j'ai des capacités, ça va se faire tranquille. Donc, première année de DCG, 7 matières passées, 1 de réussie. Ok. Je me suis mangé des 4 à toutes les matières de droit, enfin, c'était un énorme fiasco. Et là, pour le coup, énorme claque, et donc remise en question, et vraie remise en question qui m'a sauvé sur toute la suite, en fait. Et du coup, j'ai continué, 2e année, 3e année. En fait, je voulais le faire en 2 années à l'époque. Mais finalement, je le fais en 3 années. Je le passe avec l'Intech. Je bosse vraiment dur. Et finalement, au bout des 3 années, j'ai mon DCG. Après ça, je me dis, bon, là, ça fait quand même 6 ans après le bac. À la base, moi, j'aime pas trop les études. Donc, je vais prendre un peu de bon temps. Et puis, j'ai envie de bosser avec une asso. Donc, je vais faire un service civique. Je pars à Rouen, je fais un service civique pendant 8 mois et en fait, assez rapidement, je me rends compte que je m'ennuie un petit peu. Et du coup, je demande au directeur de passer plutôt de travailler 5 jours, de travailler 4 jours pour pouvoir préparer mon DSCG en candidat libre à côté. Quand tu fais le DCG, déjà pourquoi tu rentres dans ce cursus? Et est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu te dis DCG, DEC, direct? Comment ça se construit tes étapes? Ouais. En fait, école de commerce, j'étais très fort en compta. Après... Tu vois, c'était pas le même niveau de comptabilité qu'au DCG. Oh, mais tu m'étonnes. Mais la logique, je l'ai eu assez facilement. Okay. Et j'aimais bien. Et du coup, ça me semblait la suite logique. Et dès lors que je me suis dit, let's go sur le DCG, ce que je disais, c'était l'expertise comptable, très clairement. Ok, hyper clair. C'est quoi tes astuces aussi pour des étudiants qui pourraient nous écouter, qui disent, en fait, parce que nous, on le voit tout le temps, hein, les étudiants, ils nous écrivent beaucoup dans l'école en ligne des geeks des chiffres, au support. Quand c'est les résultats du DCG, ils disent « je comprends pas, j'ai révisé comme un fou, et puis je valide pas ». Qu'est-ce qui a fait que, tu vois par exemple ce 8 en histoire géo, alors que tu avais finalement le sujet en face de toi, qu'est-ce qui a fait qu'après au DCG, tu as réussi? Ça a été quoi ta méthode de travail, ou alors ta façon de faire justement pour killer ce cursus, alors que t'as passé cette matière et t'en avais raté, t'en avais validé qu'une, quoi, donc 6 où t'avais raté. Je pense que c'est comme dans tout, c'est comme dans le cabinet, il faut arriver à créer des systèmes qui fonctionnent pour soi. Je sais que moi, le système, c'était de lire mon cours, de faire une fiche et derrière, direct, d'enchaîner sur des exos. Parce que c'était les exos qui me faisaient vraiment progresser, refaire des annales, des choses comme ça. Il y en a, ils ont besoin d'apprendre par cœur, vraiment, tu vois, relire. Moi, je détestais, je pouvais pas faire ça. Ouais. J'aurais juste été un cancre et j'aurais arrêté, j'aurais lancé une partie de jeux vidéo à la place. Donc, il fallait que je fasse des exercices pour avoir ce côté un petit peu interactif, on va dire. Ok. Ludique. Passons direct sur la partie DEC. Tu rentres dans un cabinet où tu vas faire ton alternance, enfin pas ton alternance, ton stage DEC. Quelles sont les missions que tu vas aborder et comment ça se fait? Comment tu réussis à être élu meilleure mémoire du futur dans la thématique que tu vas aborder et que tu peux nous expliquer maintenant? Je voudrais juste revenir sur un truc qui me semble qui peut être intéressant. Il y a pas de petites expériences, tu vois. Je suis passé par l'association où j'ai fait mon service civique. Les commissaires aux comptes de cette association m'ont finalement recruté derrière en alternance.
Hmm. Et derrière de cette alternance, quand j'ai voulu, parce que c'était à Rouen, j'ai voulu ensuite partir sur Paris, vu que j'avais plutôt bien travaillé, on m'a recommandé. Et en fait, la personne était en contact avec Camille Boivin de chez Biwiz. Et c'est comme ça que derrière, j'ai trouvé mon travail sur Paris. Tu vois, en fait, si tu fais un peu la bonne chose à chaque fois, finalement, ça t'ouvre un maximum de portes. Et voilà. Euh, Ça me fait. Alors, j'aime pas trop parler de moi dans les épisodes de podcast, mais je suis obligé quand même de raconter cette anecdote. J'ai un ami à moi, quand j'étais jeune, donc c'est un ami d'enfance, et il avait son grand frère qui nous a donné, je sais pas, il nous avait pris, on avait 17 ans, et donc on avait envie de rien faire à l'école, et c'était tout à fait normal. Et il nous avait dit quelque chose, écoutez les jeunes, si vous voulez bien réussir dans la vie professionnelle, partout où vous passez, laissez une bonne image de vous. Et donc, en fait, là, c'est ce que tu as fait. Et du coup, ça a été facile pour toi après d'aller à Paris, d'aller dans un cabinet euh, qui t'a recruté finalement facilement. Mm, mm. Alors, raconte-moi du coup ce mémoire, tu vois. Qu'est-ce qui t'amène dessus et qu'est-ce qui fait que tu es élu meilleur mémoire 2024? Du coup, j'arrive dans ce cabinet en tant qu'auditeur. Au début, mission plutôt classique. Finalement, j'ai l'opportunité de faire une première mission de commissaire aux apports. J'aime beaucoup. Ça se passe bien avec l'associé, le courant passe bien. Il voit que je suis investi aussi. Donc finalement, il m'en donne plusieurs. Et en fait, c'est devenu quelque chose de très récurrent et je me mets à faire toutes les missions de commissaire aux apports du cabinet. Et du coup, j'ai découvert la matière de l'évaluation d'entreprise que j'ai adoré, ça m'a passionné. Donc j'ai commencé à lire un peu des bouquins dessus, etc. Et parallèlement à ça, un jour, l'associé vient nous voir et dit bon, bah voilà, il y a une formation sur Power BI. Est-ce que ça vous intéresse? J'avais un collègue qui avait un petit peu recherché justement sur le sujet, qu'il avait déjà fait de son côté. Et du coup, moi, je dis ouais, carrément, j'adore Excel, j'adore les outils informatiques, let's go. Et là, je me découvre pareil, une passion pour l'outil, pour la data visualisation. Je pense que tu vois, dans la profession, on a énormément de données. On est excellent pour collecter la donnée. On est excellent pour la traiter, parce que c'est le fond de notre métier. Mais par contre, pour la restituer, la marge de progression, elle est énorme. Sauf que la valeur ajoutée pour le client, elle est là. Elle est surtout sur la restitution. Et Power BI, justement, ça me semblait combler ce côté-là. Donc, il y avait de l'automatisation. Donc, encore une fois, je suis un peu fainéant, donc tu peux arriver à gagner du temps, mais aussi un côté hyper visuel, hyper attractif. Et donc, tu peux aller plus loin dans tes analyses. Et donc, j'arrive à la fin de mon deck et je me dis, OK, il faut que je me trouve un sujet. Bon, j'ai deux choses que j'adore, l'évaluation d'entreprise avec les missions de commissaire aux apports et puis la data visualisation avec Power BI. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Avant de rentrer justement dans cette partie-là, est-ce que tu peux nous vulgariser à quoi sert un commissaire aux apports et dans quel cas on va en faire appel à lui ou à elle? En fait, le rôle du commissaire aux apports, c'est de s'assurer que l'apport qui est effectué n'est pas surévalué. Donc, tu vois, par exemple, il y a ce qu'on appelle les apports sessions. Les apports sessions, c'est dans le cas où tu vas céder ta société, mais du coup, pour bénéficier en fait du report d'imposition derrière, tu vas apporter tes titres que toi, tu vas détenir en personne physique dans une holding. Pour faire cet apport, dès lors qu'il dépasse 30 000 euros, tu vas être obligé de faire appel à un commissaire aux apports qui va s'assurer que l'apport n'est pas surévalué. Et du coup, alors comment tu t'assures de la justesse de l'évaluation de cet apport? C'est-à-dire qu'en gros, tu prends la société d'exploitation et il va falloir l'évaluer. Comment tu vas l'évaluer? C'est là où rentre l'évaluation d'entreprise. C'est ça. Alors, le positionnement du commissaire aux apports est légèrement différent en fait, de celui qui fait vraiment l'évaluation. Il y a ce qu'on appelle les évaluations d'entreprise de premier rang, donc ça va être l'expert comptable ou en tout cas le conseiller qui fait cette première évaluation, et puis de second rang, notamment les commissaires aux apports, qui vient en fait dans un second temps. En tant que commissaire aux apports, déjà, tu vas regarder ce qui a été fait sur le premier rang, quelle méthode ils ont mis en place, est-ce que c'est pertinent, etc. Et puis ensuite, toi, tu vas venir challenger. Donc peut-être que tu vas avoir une autre approche, utiliser une autre méthode qui, toi, te semble convenir, etc. Et donc, comment tu fais ça en place? Tu as plusieurs méthodes. Tu as les méthodes, par exemple, dites patrimoniales, qu'on n'utilise pas trop sur les sociétés commerciales, mais par exemple sur des holdings, sur des SCI, en fait, tu vas regarder c'est quoi la valeur des actifs que tu vas réévaluer. Et puis, tu as les méthodes, par exemple, des comparables, où tu vas dire, OK, j'ai regardé des sociétés qui correspondent à peu près en termes de taille, en termes de secteur, en termes de rentabilité. Et puis, ils ont été vendus l'année dernière à 8 fois l'EBITDA. Et donc, hop, tu calcules de cette façon. Et puis ensuite, tu as toutes les méthodes via l'actualisation, avec notamment le fameux DCF, où en fait, tu regardes à l'aide d'un business plan, en fait, quelle
peut être la valeur future de l'entreprise. Parce que la valeur d'une entreprise, à la base, la valeur de tout, d'un actif, c'est pas forcément lié à son passé, c'est surtout lié à son futur et à sa capacité à générer des flux dans le futur. Est-ce que tu as un cas d'usage où il a fallu que tu challenges une évaluation qui t'avait été faite et que tu peux aussi nous expliquer? Et dans quel cas, entre guillemets, tu as eu gain de cause ou alors tu as dû revoir un peu ta position? Peut-être un peu dans les deux cas, tu vois? Parce que tu vois, on pourrait se dire, le commissaire aux apports, tu vois, il va être plus dur. Peut-être qu'une évaluation d'entreprise, on pourrait dire, bah, la vraie évaluation, c'est ça. Sauf que le commissaire aux apports, il va dire, ah, mais non, bah non, en fait, non. Mais sauf qu'il a peut-être pas cette vision business très précise de l'entreprise. Parce que comme tu viens de le dire à juste titre, une entreprise, c'est ce qu'elle vaut par rapport à ce qu'elle possède, mais c'est ce qu'elle peut valoir par rapport à ce qu'elle pourrait valoir demain. Donc comment lui, il pourrait avoir cette pertinence de juger l'avenir, sachant qu'il maîtrise pas forcément le business qu'il est en train d'évaluer à l'instant T, tu vois? C'est hyper compliqué. On a cette problématique notamment sur les startups, où en fait la valo, elle repose uniquement sur un business plan. J'ai eu une entreprise où mais il y avait vraiment, t'avais une croissance de 500% tous les ans. Dans 5 ans, tu avais 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le business plan. C'est un peu compliqué de se positionner en tant que commissaire aux apports et dire oui, ça tient. Ouais, ça vaut 200 M, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. Après, c'est surtout le cas inverse qu'on voit. On voit surtout des apports qui sont sous-évalués. On a beaucoup d'experts comptables, en tout cas de personnes qui font les évaluations, qui retiennent les capitaux propres, ou alors qui calculent une valeur d'entreprise, mais qui ne rajoutent pas forcément la dette financière nette ou la trésorerie nette. Tu vois, ça, c'est des erreurs un petit peu basiques qu'on peut rencontrer. Ok, donc ça veut dire que... Ouais, donc là, c'est même sur des fondamentaux d'évaluation d'entreprise, quoi. C'est peut-être presque même des erreurs de calcul, en fait. Ouais, tout à fait. Ok. Et c'est étonnant de le rencontrer. Et la problématique un petit peu qu'on va avoir en tant que commissaire aux apports, c'est qu'on est censé... on émet un rapport sur le fait que ce n'est pas surévalué, mais pas sur le côté sous-évaluation. Sauf que la sous-évaluation a un risque fiscal. Et donc, du coup, ce serait quoi le risque, alors, si c'est sous-évalué? Libéralité, et donc en fait les impôts qui viennent et puis qui disent bah non, l'entreprise elle vaut tant, donc en fait il y a la plus-value est de temps et donc on vous impose sur temps, alors que l'apport, tu vois, par exemple tu as imposé sur une société à 400 000 euros alors que tu l'as apporté à 200 000 euros. Ouais, je vois. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait un épisode récemment avec un invité qui s'appelle Abderrahim. Et du coup, il est spécialisé dans l'évaluation d'entreprise et il donne exactement ce cas d'usage. Ouais. Où tu as l'impôt les impôts qui arrivent et qui disent en fait, vous avez évalué la société à 1 M. Nous, on pense que ça vaut 5. Tu vois? Donc, il y a un gap de malade. Donc, ils ont fait appel à ce cabinet. Justement, le cabinet, il a dit en fait, c'est ni 1 ni 5, mais c'est plutôt aux alentours de 3, quoi. Et donc, du coup, après, ça permettait aussi de justifier auprès de l'administration fiscale que c'était pas 5, mais c'était plutôt 3. Et donc après, ils ont retenu cette partie-là. Tu vois, je trouve que justement, là, le commissaire aux apports, il peut avoir un second apport qui, du coup, n'est pas légal, mais de dire, attention, il y a peut-être une sous-évaluation. Et moi, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est... tu vas pas aller voir le client et dire, non, mais l'expert comptable, il a mal évalué ta boîte, ça va pas. Ce que tu fais, c'est juste tu décroches ton téléphone, tu appelles l'expert comptable, tu dis t'as pas oublié de prendre la trésorerie ou pourquoi t'as pris, est-ce qu'il y a des dividendes qui vont être versés, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Tu vas engager la conversation pour que peut-être il révise sa copie de lui-même, mais sans le mettre dans la sauce, quoi. En quoi Power BI et l'automatisation, ça vient dans cette histoire-là? Je faisais beaucoup de commissariats aux apports et il y a des choses qui sont forcément redondantes. Quoi, par exemple? C'est simple, hein, tu récupères une BG, tu récupères un FEC, t'as envie de te sortir des tableaux, des analyses le plus rapidement possible. Plutôt que de tout refaire sur Excel ou d'aller dans certains outils, mais où tu vas pas avoir exactement ce que tu veux, tu fais ça sur Power BI, en fait, en 2 secondes, tu l'as. Ok. Et tu vas avoir des analyses qui sont vraiment qui vont être utiles à toi dans le domaine de l'évaluation. Et ça, c'est intéressant. Donc toi, tu décides de choisir ce sujet-là. Comment tu l'entreprends? Justement, ce serait bien aussi de permettre à des mémorialistes qui sont soit à la recherche d'un sujet ou qui sont en phase de rédaction de pouvoir leur apporter du concret sur comment tu le fais, en fait, hein. Comment tu passes de 0 à meilleure mémoire. Il faut se lancer. En fait, le plus important, c'est de trouver un sujet qui nous plaît. Le sujet qui te plaît, c'est le sujet sur lequel tu vas bosser plus facilement. Et de toute façon, tu en as pour 6 mois. Donc, ouais.
C'est ça le nerf de la guerre. Et après, il faut énormément se documenter. On a toujours ce côté-là, tu sais, tu te lances dans un mémoire, tu te dis mais c'est énorme, j'ai 100 pages à écrire, j'ai des outils à créer, des annexes et tout. Enfin, ça semble quelque chose d'impossible à faire. La première chose, c'est se documenter. En fait, il faut savoir on ne crée rien, on réinvente et on améliore l'existant. Et du coup, si tu te documentes énormément, tu vas arriver à avoir suffisamment de contenu pour t'alimenter. Et après, c'est juste du croisement. Hein. Le Power BI, tu as énormément de ressources, tu as plein de choses qui existent, l'évaluation d'entreprise aussi. Bah, hop, tu croises les deux et puis ça te donne un sujet et tu avances petit à petit. Donc ça veut dire aussi, pour un mémorialiste qui serait en recherche d'un sujet, il ne faut pas que tu tombes dans un cabinet où tu fasses que des trucs nuls, quoi. Parce que si tu fais des trucs nuls, du coup, tu n'arriveras pas à le trouver, en fait, ton sujet. Ou ça va être plus compliqué d'avoir la matière. Et de prendre du plaisir aussi. Parce que si je comprends bien, c'est aussi allier à la fois le plaisir que tu vas avoir. Et c'est ça aussi qui t'a aidé à obtenir ce résultat. Ouais. Mais je pense que dans la recherche de cabinet, il faut... c'est des questions qui doivent être posées en entretien. Quel type de dossier je vais pouvoir avoir? Est-ce qu'il y a des spécificités Quand tu sais que tu vas passer le deck, tu es obligé de te poser cette question. Tu rejoins pas un cabinet juste pour travailler, tu rejoins un cabinet pour obtenir ton deck aussi. Ok, je vois. C'est pas valider le stage, mais c'est valider le stage et le sujet que tu vas aborder pour valider ton diplôme. Ouais. Ok. Du coup, c'est quoi qu'est-ce que tu as raconté au jury lors de ta présentation qui te dit ah purée, c'est pas mal, quoi. Tu vois? Il y avait le côté où déjà je structurais un dossier de travail pour la mission de commissaire aux apports. Et il n'y a pas beaucoup de cabinets qui avaient ça. Je sais que dans le jury, il y avait une ancienne personne qui était chez KPMG et qui m'a dit qu'ils avaient longtemps essayé de faire un dossier de travail pour les commissaires aux apports et que ça avait été compliqué. Ça c'est bien, ça. Et il trouvait que l'approche Power BI en fait, avait apporté beaucoup de choses et permettait dans un seul fichier finalement de tout avoir condensé. Donc il y avait ça. Et puis en fait, j'avais un deuxième volet où je disais on a un souci de valeur ajoutée chez les commissaires aux comptes. On fait énormément de travail, on fait énormément d'analyse, sauf que tout ce qu'on remet à la fin au client, c'est un rapport avec une signature. Et moi, ça me dérangeait, parce que j'avais le sentiment que mon travail, finalement, n'était pas assez valorisé. En plus de ça, j'ai commencé mon alternance lors de la loi Pacte. Ah oui. Donc, tu vois, j'ai été marqué par ce truc du est-ce que je veux vraiment faire de l'audit? Je suis pas sûr de trouver du boulot à l'avenir, ça m'a l'air compliqué, etc. Et du coup, j'ai toujours eu un petit peu cette sensibilité. Et là, je me suis dit, OK, on va faire un Power BI où, si le client le souhaite, on lui montre un petit peu ce qu'on a fait à la fin. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, le Power BI, c'est le dossier de travail, mais en 2-3 clics, tu le transformes en un rendu pour le client. Ce qui ne l'intéresse pas forcément. Hein. Tu as plein de clients qui veulent juste le rapport du commissaire aux apports et basta. Et c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais tu lui envoies le lien. Si jamais il veut, il clique dessus, il va regarder un petit peu ce que tu as fait. Ça permet de valoriser la profession, ça permet de valoriser tes compétences sur Power BI, ce que tu sais faire. Et puis s'il le souhaite, tu organises un rendez-vous et puis tu lui expliques un petit peu. Et qu'est-ce qu'on retrouve justement dans ce document qui pourrait... c'est quoi les analyses que tu as faites? C'est qu'on puisse aussi le projeter dans notre cerveau. En fait, je reprends un petit peu les bases de l'évaluation. Il y a un côté un petit peu, vu que dossier de travail au début, tu vois, j'explique le contexte de l'opération, tout ça assez bateau, mais derrière en fait c'est une analyse des soldes intermédiaires de gestion, de l'actif, du passif, de la rentabilité, des choses comme ça, tu vois, des petites analyses. Et puis c'est ce qu'on appelle le diagnostic initial, la compréhension du business model aussi, ce qui peut permettre d'enclencher une discussion avec le client qui peut être intéressante. Et puis ensuite les méthodes d'évaluation. En fait, tu expliques du coup les méthodes que tu as choisies et tu as une semi-automatisation parce que tu peux pas tout automatiser en évaluation. Il y a beaucoup de retraitements à faire un peu à la main. Mais voilà, c'était dans des fichiers Excel à côté qui s'implantaient directement dans le Power BI. Et puis en fait, le Power BI te permet de voir le rendu. Et ce que j'ai proposé et qui était intéressant, c'est que j'avais mis en fait des petits segments. C'est des choses sur lesquelles tu vas pouvoir cliquer et bouger. Et tu vas voir que, par exemple, ton taux d'actualisation, il est à 15%, il permet d'atteindre telle valorisation. Ouais. Mais si tu bouges un petit peu, c'est quoi l'impact? Ok, d'accord. Et pareil sur le business plan, parce que du coup, le business plan était intégré au Power BI, mais tu pouvais augmenter le chiffre d'affaires sur telle année de 2%. Là, tu voyais directement l'impact sur l'évaluation à la fin. Donc ça te permet de faire tes simulations facilement, avec vraiment aucune action, quasiment, quoi. C'est des actions minimes qui
Après, c'est la machine qui travaille derrière pour te donner le résultat. Ok. Et tu as ce côté où, justement, vu que tu donnes l'accès du lien au client, il peut pas le modifier, mais lui, il peut jouer justement avec ces choses-là. Et sur la business intelligence, ça, c'est très fort. Le premier côté, c'est il faut que tu présentes au client, tu lui donnes envie, mais lors de ta présentation, tu es censé lui donner envie de jouer lui-même avec l'outil. Ouais, et là, au final, t'es pile dedans en proposant ça, quoi. J'imagine que dans ce genre d'activité, il faut aussi être réactif. Est-ce que tu as des histoires à nous raconter sur le fait qu'on t'a dit, bah tiens, au fait, tu reçois un dossier à gérer et c'est quoi le délai? D'ailleurs, c'est qui ramène ces dossiers au cabinet? Alors souvent, c'est soit les experts comptables, soit les avocats. Les avocats, on est souvent sur des plus gros deals, des plus grosses missions. Et surtout, il faut être très réactif avec les avocats. Ça m'est déjà arrivé de recevoir un mail, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, un mail un dimanche avec 4 traités d'apport, donc 4 missions à sortir, 4 rapports à sortir. Et le lendemain matin, à 8h, ils nous demandent si on peut sortir les rapports dans la matinée. Ok. Je t'avoue que c'est un peu chaud à gérer. Et c'est là que tu vois, l'automatisation, etc., ça te permet aussi de gagner du temps et d'être plus efficace. Mais ouais, il faut être très réactif sur ce genre de mission et c'est le nerf de la guerre. Comment toi tu fais aussi pour progresser et être à jour? Moi, j'arrive pas à croire que dans ce genre de job, on peut être que des compilateurs de chiffres et puis tu analyses de la data, tu fais de l'automatisation. Non, il faut quand même une expertise humaine. Comment tu fais toi aussi pour justement mettre de la valeur sur les chiffres que tu ressors, mais en lui mettant une analyse business, tu vois? Je sais pas si ma question elle est claire, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. J'arrive pas à croire que tu fous ça dans la machine, ça te tord des chiffres et tu dis c'est ça le truc, tu vois? Non, mais je pense que le métier à la base, c'est une curiosité. Il faut être curieux de toutes les activités qui existent, tous les business models qui existent. Il y a un livre que j'aime beaucoup recommander qui s'appelle Business Matrix Canva, qui est un outil de Alexander Osterwalder et Yves Pigneur, si je ne dis pas de bêtises, et justement qui explique comment cet outil fonctionne et comment découper un petit peu les business models et les comprendre plus facilement, et puis qui raconte justement différents business models, mais d'entreprises très connues. Et je pense qu'il faut avoir justement cette curiosité. Parce que l'évaluation, tu peux pas faire une bonne évaluation si tu comprends pas comment le business il fonctionne. Ça, c'est la base de tout. Parce que tu vas avoir 2 entreprises du même secteur qui ont à peu près la même rentabilité, sauf qu'en fait, ils ont 2 business models totalement différents. Et donc, la valo, elle est pas la même. Ok, je vois. Donc, il faut quand même il faut avoir cette ouverture d'esprit de se dire... et puis, tu peux avoir aussi des entrepreneurs qui sont différents en face de toi. Peut-être qu'il peut avoir une... Oui, tu pourrais prendre 2 boulangeries, kiff, même rentabilité, sauf que tu as un entrepreneur, il vient d'arriver, il a un plan de développement pour demain qui est aussi très différent. Comment tu l'évalues, ça? Est-ce que tu dis, ah non, on peut pas parier, non, on peut pas... Nos principes de prudence, hein, tu sais. Est-ce que ça joue, ça? Est-ce que ça peut jouer? Oui, bien sûr. Après, ça dépend dans quel contexte. Tu vois, quand tu fais une évaluation, ça va aussi dépendre... En fait, si tu as une personne, mais que cette personne, elle ne s'est pas déléguée, et que finalement, tu vois, c'est ce qu'on appelle un homme clé, c'est dangereux. Parce qu'en plus, souvent, quand tu fais des sessions d'entreprise, le dirigeant derrière, il a moins de motivation, il a moins envie de rester. Voilà, même si tu peux négocier le fait qu'il reste quelques années, tu as quand même une perte de motivation et tu sais qu'il risque de partir. Donc, si au final, tout le projet est sur ses épaules, là, c'est dangereux. D'ailleurs, ce serait quoi les bons conseils que tu pourrais donner à des entrepreneurs qui voudraient céder leur entreprise, qui disent, OK, je suis pas pressé de vendre, tu vois, je suis pas fatigué, j'en ai pas marre, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'il doit mettre en place justement pour que, je sais pas moi, dans les 2, 3 ou 4 prochaines années, il puisse bien évaluer son entreprise pour qu'il se dise, en fait, tiens, je te file les clés et là, je peux partir. Ce serait quoi les bonnes choses qu'il devrait faire? Il faut créer des systèmes. Il faut créer des systèmes d'acquisition de clients, pour tout. En fait, mais même, tu vois, nos cabinets, on a besoin de créer ces systèmes-là. Moi, aujourd'hui, je suis tout seul. Demain, il m'arrive quelque chose. J'ai besoin qu'un confrère il puisse tenir la barque le temps que je me remette sur pied et que je revienne. Et en fait, c'est ça. Il faut savoir déléguer. Et il faut créer des systèmes sur ta prod, etc., avec des process qui soient bien définis, qui soient expliqués, qui soient documentés, ce qui te permet que le jour où tu n'es plus là, ta boîte, elle continue de tourner. Et en fait, c'est ça vraiment réussir en tant qu'entrepreneur, c'est avoir une boîte qui est capable de tourner sans toi.
Et toi, tu es là pour la piloter, c'est tout. Justement, comment tu arrives dans la création de ton propre cabinet? Déjà, qu'est-ce qui fait que tu pars? Alors, c'est pas qu'est-ce qui fait que tu pars, mais c'est quoi qui te pousse justement à dire, allez, là maintenant je peux y aller? Et à quoi ressemblent tes premiers 6 mois? C'était logique que j'allais partir, hein, parce que, comme on disait, depuis le DCG, je voulais être expert comptable, etc. Je pense que j'ai pas trop le profil pour être salarié, parce que bon, j'adore la liberté, comme beaucoup d'entrepreneurs. Et puis, j'avais envie de tester des choses, j'avais mes idées, etc. Il y a une des idées principales, c'était de dire le commissaire aux comptes aujourd'hui manque de valeur ajoutée. Je veux apporter de la pédagogie, je veux apporter un regard nouveau, je veux avoir une autre façon de faire mon métier. Et puis, je voulais sortir du métier traditionnel. Je voulais pas faire de production comptable. Même au début, je voulais pas du tout prendre d'audit légal, hein, de certification des comptes. Je voulais pas en faire. Et je me disais vraiment, je vais me concentrer sur mes spécialisations. Et donc, l'idée à la base, c'était de faire de la business intelligence avec Power BI, de l'accompagnement de DAF, etc. Et puis de l'automatisation. Et puis l'aspect évaluation d'entreprise. Finalement, je me suis plus concentré sur cet aspect-là. Parce que c'est difficile d'être un peu partout. Mais voilà, j'avais vraiment cette envie en fait, d'apporter de la pédagogie, d'apporter un regard nouveau. Même sur l'évaluation d'entreprise, maintenant, j'ai pris la brique Business Intelligence pour justement essayer de proposer des rapports qui diffèrent un petit peu, des choses comme ça. Donc, je voulais faire mes tests. Et puis j'avais aussi un autre projet, parce que avec mon mémoire, j'ai créé quand même un outil qui permet d'automatiser en partie la mission de commissaire aux apports. Et donc, je me suis dit que je voulais aller plus loin sur ce côté-là, et pourquoi pas m'associer avec des développeurs, etc., ce que j'ai fini par faire. Et donc, pour te répondre à quoi ça ressemble les 6 premiers mois du cabinet, c'est dur, hein. On s'y attend pas. Ouais, parce que j'ai noté sur ma feuille liberté d'entrepreneur. Je me dis, mais en vrai, est-ce qu'on est est-ce qu'on est vraiment libre quand on est entrepreneur, tu vois? Tu sais, je pense que quand on est entrepreneur, le doute fait partie de notre vie, mais le doute, c'est synonyme de liberté. Donc oui, il y a une forme de liberté. On a la capacité de faire plein de choix, mais c'est aussi ça qui génère du stress, etc. Et pour reprendre mon cas, j'ai décidé de partir vivre à Rouen, pile au moment où j'ai lancé mon cabinet. Et en fait, si tu veux, je suis passé d'un open space avec plus que des collègues, c'était des potes, où je me sentais utile parce qu'on venait me demander des questions, ok, comment tu fais ça sur Excel, des choses comme ça, où tu vois, tu as vraiment ce sentiment d'utilité, tu es bien entouré, etc. D'un coup, je me retrouve dans une autre ville, je me réveille à 8h, j'enfile un jogging, 8h05, je suis derrière mon PC tout seul, avec ton café, tu te dis, ok. Et en fait, tu sais, tu dois apprendre à faire tellement de choses, tu te rends pas compte quand tu es salarié, parce que tes associés, ils agissent en tant que facilitateurs, c'est-à-dire que toi, il te reste que la prod à faire. Et donc, tu as le sentiment que quand tu vas lancer ton cabinet, tu te dis « Ouais, mais je suis plutôt efficace, je travaille bien. Le chiffre d'affaires que je fais là pour le cabinet, si je le prends pour moi demain, trop cool. » Sauf qu'en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Parce que oui, peut-être qu'à un moment donné, tu vas vendre une mission où tu vas facturer 2000 € la journée. Sauf que pour ça, tu vas devoir faire des rendez-vous prospects, tu vas devoir travailler ta com, tu vas devoir travailler ta strat, tu vas devoir faire ta compta, ta facture, relancer tes clients qui ne te payent pas. Enfin, tu vois, finalement, tu as un écosystème qui est absolument énorme et auquel tu ne t'attends pas. Et surtout, tu te retrouves seul face à ça. Tu vois, avoir des clients dans la production comptable, entre guillemets, c'est facile parce que c'est obligatoire. Et donc, il suffit que tu aies un peu recommandé par 2-3 copains, etc. Tu peux avoir un portefeuille qui grandit. Comment tu fais, toi, justement, pour nourrir ton portefeuille? Et comment tu fais pour générer du chiffre d'affaires? Alors, sachant que tu me dis en off au début, j'ai pas de mission récurrente, moi. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles chercher toujours de nouvelles missions. Ouais. Après, je pense qu'il y a une vérité qui est absolue, quelle que soit la typologie de client que tu as, c'est que ça se passe pas derrière ton écran, ça se passe dehors. T'as beau mettre des posts sur LinkedIn tout le temps, tu vois, moi j'ai essayé de me lancer à fond et d'en mettre régulièrement. J'ai pas eu, peut-être parce que je suis nul, mais j'ai pas eu, tu vois. Non, c'est valable pour tout le monde, hein, tu sais. Mais j'ai pas eu, tu vois, de client qui est venu me voir et qui dit j'ai vu ton post sur LinkedIn, est-ce que tu peux faire mon évaluation? Ça, c'est jamais arrivé. J'ai eu des personnes que j'ai rencontrées où j'ai dit, on s'est présenté et tout, il m'a dit bah oui, je te connais déjà, je t'ai vu via LinkedIn, j'ai vu tes posts et tout, c'est intéressant ce que tu fais. J'ai eu ça. Et j'ai eu des missions qui du coup sont arrivées en 2 temps grâce à ça. Mais ces personnes-là, je les ai rencontrées.
Ouais, d'accord. Et en fait, ça se passe dehors. Il faut sortir de chez soi. C'est hyper dur au début. Franchement, moi, à la base, je suis un mec timide. Aller en after work, c'est l'enfer. Mais en fait, une fois que tu te lances, une fois que tu le fais, c'est de plus en plus facile. Et puis, ouais, t'as pas le choix. After work, congrès. Puis il y a des trucs, c'est cool aussi. Tu vois, le congrès, finalement, tu te rends compte qu'on est un peu une grande famille. C'est tes confrères. T'en connais forcément quelques-uns qui vont te présenter à d'autres. Tu vas passer les quelques jours du congrès avec eux. Et finalement, tu vis des bons moments. Tu sais, un jour, quelqu'un m'a dit... Ah non, personne m'a dit, non. J'ai écouté dans un podcast un entrepreneur qui disait, il y a un film qui m'a vachement marqué, c'est le film avec Jim Carrey qui s'appelle Yes Man. Et donc, ce film, en fait, c'est un mec, il est dans sa vie, il prend aucun risque, il n'y a rien, il est dégoûté, il est super aigri. Sauf que un jour, il lui dit, maintenant tu vas faire un défi, je crois que c'est ça le film, hein, tu vas dire oui à tout. Tout ce qui vient, tu dis oui. Et en fait, quand tu dis oui, par exemple, je rebondis à l'histoire de l'afterwork, t'as pas envie d'y aller, tu vois, c'est relou. Mais vas-y, dis oui quand même. Et en fait, c'est dans l'action et dans le mouvement que tu crées des opportunités, quoi. Mais clairement. Et en fait, je pense que au pire des cas, ça te fait une bonne histoire à raconter, ça s'est mal passé, mais tu vois, t'en rigoles après et tu t'en parles à tes potes. Et au mieux, il se passe des trucs cool. Ouais, je vois. Donc en fait, toi, tu dirais que dans ton développement, on va dire que le canal d'acquisition numéro 1, c'est finalement d'aller à ces événements où tu vas échanger avec des gens et c'est comme ça que tu vas avoir des nouvelles missions. Ouais, des événements, des restos, vraiment ne pas hésiter à sortir de chez soi et aller parler à des confrères. En fait, il y a encore une vérité absolue qui est, tu peux être Ça veut dire que, en fait, toi, excuse-moi, c'est-à-dire que toi, ton canal d'acquisition, c'est la confraternité ou alors, comment on appelle ça là, quand tu fais les multiprofessions là, avec les notaires, les avocats. L'interprofessionnalité. Voilà, est-ce que ça, c'est ça ton levier d'acquisition client ? Ouais. Parce qu'en fait, en termes d'évaluation, commissaire aux apports, même tout type de mission de commissaire aux comptes, les deux apporteurs d'affaires, c'est avocat et expert comptable. Okay. Donc il faut que tu arrives à en côtoyer. Et en fait, il y a un truc qu'il faut absolument se dire, c'est que tu es salarié, tu peux être la personne la plus compétente du monde. Le jour où tu deviens entrepreneur, si les gens ne savent pas que tu existes, ça ne sert à rien. Ah oui, ça, tu peux avoir le meilleur produit du monde, si personne ne sait qu'il est là, c'est dead. Hein. Ouais. Ok, hyper clair. Et donc, ça, c'est un truc que tu t'astreins. Je vois bien. Je vois bien. Comment tu vis le fait que tu n'as pas de mission récurrente ? Parce que tu peux te dire, vas-y, je suis obligé de repartir à zéro à chaque fois. C'est quoi l'émotion que tu vis vis-à-vis de ça ? En fait, tu recommences pas vraiment à zéro parce que tu connais pas ton chiffre d'affaires un an à l'avance, c'est sûr. Mais quelques mois à l'avance, quand même, tu vois. Tu vois, moi, j'ai des KPI en fait, qui me permettent de savoir si ça va bien ou pas. Et je vais t'en donner un qui est, je sais pas s'il est courant, mais c'est le pourcentage de dossiers en cours ou terminés. Je sais que si je suis entre 60 et 70%, c'est que tu vois, ça marche bien, j'ai du boulot. Si je suis à 80% des dossiers terminés, je me dis, ok, il faut que je sorte de chez moi, il faut que j'aille chercher du dossier. Ok. Mais tu vois, tu as quand même ce truc-là où tu as la capacité de te dire, ça va bien. Et en fait, il faut se rendre compte qu'il y a quand même énormément de professions et de métiers où c'est pas du récurrent. On a une énorme chance dans le métier de pouvoir faire du récurrent. C'est un luxe. Et je dis pas non, tu vois, autant sur les missions d'expert comptable, j'en prends pas, autant sur aujourd'hui, finalement, les mandats de commissaire aux comptes, si je peux, j'en prends. Parce qu'effectivement, le récurrent, c'est quand même agréable. Ouais, c'est ça que j'allais dire. T'aurais pas envie de succomber à la tentation de le faire ? Si, mais tu sais, j'ai un ancien collègue et un ami qui s'appelle Olivier Bonin et qui a lancé son cabinet aussi. Et on a eu la discussion, je crois, tous les 6 mois, chaque fois qu'on se voit, on a la discussion en mode mais tu penses pas à faire de l'expertise comptable, toi ? Tu vas craquer, tu vas en faire et tout. Parce qu'en fait, tu te dis c'est beaucoup plus facile d'aller chercher ce genre de client. Tu as aussi la récurrence. Demain, tu vas avoir un salarié, c'est simple. Tu te dis si j'ai mon récurrent qui est suffisant pour le nourrir, au moins là-dessus, je suis peinard. Alors que sur du ponctuel, tu as un peu plus de stress. Comment tu vois, toi, le monde à venir avec la profession comptable, avec la facture électronique ? Comment tu imagines ce qui peut se passer demain ? Il y a 2 pans différents. Donc, il y a l'expertise comptable et le commissariat aux comptes. Je suis beaucoup moins inquiet pour l'expertise comptable. L'expertise comptable, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas évolué avant.
Tu vois, j'étais au DCPA à Denver, et les Américains, eux, ils ont un coup d'avance, alors qu'ils n'ont pas encore la facturation électronique. Mais pourquoi ? Parce que c'est dans leur process, parce qu'ils savent mieux se vendre, ils ont les cultures business, etc. Mais nous, on aurait pu faire ce même travail, c'est-à-dire de dire, on ne veut pas juste vendre de la production comptable, on veut vendre du conseil. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis longtemps, mais qu'on n'arrive pas à faire. Mais les Américains, ils ont réussi à mettre en place des process et à expliquer comment il faut faire. Ils disent, c'est simple, tu prends ton portefeuille, tu regardes les secteurs, tu regardes le panier moyen, tu te dis, OK, ce secteur-là, panier plutôt haut, en plus de ça, je m'entends bien avec eux. Je vais leur proposer de mettre en place une mission en mode bêta. Tu structures ton offre et puis en fait, tu vois, petit à petit, ça se fait. Je pense que ça, avec la facturation électronique, du coup, ça va accélérer. On va être obligé de le faire. Le contrôle de gestion va beaucoup se développer. C'est le cas en Italie où ils ont déjà la facturation électronique. Et puis, on a une chance, c'est que la facturation électronique, elle arrive en même temps que l'IA. Et l'IA, c'est quoi ? C'est en fait permettre de la personnalisation de masse. C'est-à-dire que demain, tu as beau avoir 1000 dossiers, l'IA va te dire hop, on a vu qu'il y avait telle chose récurrente sur tel dossier, tu peux vendre tel genre de mission. Et je pense que l'avenir de l'expertise comptable, c'est ça, c'est ta production comptable, finalement, tu vas la vendre peanut, sauf que derrière, tu auras des analyses de données qui feront que tu vas identifier des missions à proposer à tes clients à forte valeur ajoutée, et donc, hop, tu vas aller là-dessus et tu vas faire ton chiffre d'affaires comme ça. Et comment tu vois un peu évoluer le marché ? Tu vois, tu as les, entre guillemets, 70% des cabinets d'expertise en France, ils ont moins de 10 salariés. Et puis tu as les autres. Il y a une hype dans la profession. Il y a des rachats qui se font dans tous les sens. Comment tu vois un peu le marché se grandir demain ? Est-ce qu'il y aura de plus en plus de gros et les petits vont se faire laminer ou alors se faire intégrer ? Comment tu vois un peu aussi les choses ? Te dire, tiens, demain, je veux me lancer moi en tant qu'expert comptable. Est-ce que j'ai une carte à jouer ou pas ? Tu vois ? C'est un vrai sujet. Même toi, comment toi tu vois ton propre avenir, tu vois ? Dans tous les cas, il y a une carte à jouer, à se lancer, c'est sûr, parce qu'on a toujours des nouvelles choses à proposer. Et tu auras beau avoir des grosses boîtes bien établies, en fait, du coup, c'est des machines qui sont plus lentes. Donc toi, tu te lances tout seul, tu auras cette capacité à aller plus vite, à proposer de nouvelles choses plus vite. Donc ce sera toujours intéressant de se lancer. Maintenant, je pense que le métier est quand même fait pour la pluridisciplinarité, ce qui est l'inverse de ma position de spécialiste. Exactement. Sauf qu'en fait, je pense que l'avenir, c'est justement c'est plein de spécialistes qui forment un groupe ensemble. Et moi, c'est un peu l'avenir que je vois pour mon cabinet Oros, où je me dis, aujourd'hui, ce que je fais sur l'évaluation d'entreprise, commissariat aux comptes, etc., je veux arriver à créer un système qui fonctionne, en me disant, voilà, acquisition client, je sais comment faire et tout. Je sais comment bien communiquer sur ma spécialisation. Demain, j'associe des jeunes experts comptables qui ont leur propre spécialisation et je leur apporte ce système. Et puis petit à petit, on grossit, on propose quelque chose d'hyper intéressant. Ce qui permet aussi aux clients, quand il vient, tu as un panel d'offres qui est hyper intéressant et en même temps, tu n'as que des spécialistes. Parce que toi, en tant qu'expert comptable, c'est impossible que tu sois sur tous les fronts. Tu ne peux pas être compétent partout. Tu vois, ne serait-ce que l'évaluation d'entreprise, il faut que tu continues à te former, il faut que tu lises des fascicules. Enfin, il y a un vrai travail de fond à faire pour continuer d'être au top. Donc si tu dois faire ça sur l'évaluation d'entreprise, sur le social, sur le juridique, c'est impossible. Ouais, je comprends bien l'idée. Ça veut dire que en fait, le but, ce serait plutôt d'avoir des cabinets pluridisciplinaires, donc des multispécialistes. Mais à l'intérieur de ces multispécialistes, ce ne sont pas des généralistes, mais c'est des spécialistes dans chaque verticale, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ma vision en tout cas. Avec, tu vois, des petites équipes partout. Ok, je vois très bien. Je partage aussi ce point de vue. Parce que je pense que aussi dans la profession, un entrepreneur, entre guillemets, lambda, où lui, il est sur chantier, tiens, si je reprends l'exemple de ton père, lui, il ne sait pas c'est quoi les spécialités. Hein, tu vois, je pense qu'il ne sait même pas qu'il peut créer une société holding, quoi, par exemple. Tu vois, il ne le sait même pas, en fait. Lui, il pense que il doit charbonner, faire son chiffre d'affaires, payer l'URSSAF, la TVA, les impôts, les salariés, et puis ce qui reste à la fin, écoute, ok, tant mieux. Mais tu vois, il y a un risque par rapport à ça, notamment avec l'IA, c'est que si l'expert comptable ne fait pas le rôle, le job lui-même d'aller voir le client et d'être en mesure de lui proposer des choses, le réflexe des dirigeants, ça va être de demander à ChatGPT. Ouais, tu sais, j'ai une petite anecdote à raconter aussi à tout le monde par rapport à ça. Moi, je me suis fait mon petit propre GPT. Je me suis dit, tiens, si je crée un CFO part-time, digital, quoi. Franchement, c'est une masterclass parce que
Ça m'a fait peur, en fait. En fait, pour la première fois, ça m'a fait peur des compétences à haute valeur ajoutée que certains profils peuvent avoir. Ouais. Parce que la conséquence de ce que ça a fait, c'est que ce petit GPT que j'ai fait, c'est que ça m'a... du coup, j'ai arrêté des prestations avec des experts parce qu'en fait, je l'ai remplacé par l'IA. Et donc, ça m'a fait une économie de 20K à l'année, alors que la licence, elle me coûte 30 € par mois. Et là, je me suis dit, OK. Donc, je me dis que si demain, tu mets ça à disposition de personnes qui ont un peu de jugeote, ou alors quelqu'un développe un produit, tu payes une licence 30 € par mois et que tu as ça, tu vas le prendre et ça va être hyper facile. D'ailleurs, j'ai même fait le test. Hein. J'ai fait une demande à un expert et j'ai fait la même demande à l'IA. Alors, il y avait un prompt qui était aussi bien fait, tu vois, ce qui fait aussi toute la différence. Très objectivement, le retour de l'IA, il était mieux que l'expert parce que lui, il n'avait pas le temps. Donc, il a fait ça un peu à l'arrache. Ouais. Et donc, je me dis, OK, là, il faut de la jugeote et de l'intelligence humaine pour apporter une couche bien meilleure par rapport à ce que l'IA va te donner. Moi, j'avais l'avantage, c'est que comme je baigne dans la compta gestion depuis tant d'années, c'était facile pour moi de travailler avec l'outil. Un entrepreneur qui ne travaille pas avec l'outil, ce sera moins pertinent pour lui, il aura toujours besoin de ce lien. Mais quand même, il y a cette phase de risque, tu vois, dans les opportunités menaces. Mais tu l'as dit, en fait. Il faut avoir cette jugeote. Moi, je l'ai vu, j'avais fait mon logo via ChatGPT. OK. Donc, première version qui sort. Et franchement, c'était clean, tu vois, j'aimais bien. Et après, j'ai été voir une graphiste qui travaille super bien. Et en fait, elle m'a dit, je lui ai pas dit que c'était du ChatGPT, j'ai pas osé. Mais elle m'a dit, OK, il est pas mal, il est bien, il y a de l'idée, mais il y a des petites erreurs. Et en fait, tu vois, moi, les erreurs, j'aurais été incapable de les déceler. Ouais, bien sûr. Et derrière, elle l'a retravaillé et le truc est 1000 fois mieux. Mais même si ça avait été fait uniquement par l'IA et que demain, parce que bon, là, on est encore aux prémices, demain, l'IA va être capable de sortir un truc x10 de ce que ça m'avait sorti, elle sera en mesure de dire si c'est bien ou pas. Ouais, là bien où sûr. moi, ouais, ça a l'air joli. Mais... Ouais, bien sûr, je comprends tout à fait. Donc ça fait 1 an et demi, tu t'es lancé, tu as ouvert ton cabinet. Là, tu lances une solution SaaS, tu t'associes avec 2 développeurs, c'est ça? Ouais. Alors, s'associer dans une boîte qui a finalement une vocation à faire la même chose que ce que tu fais à la Mano, entre guillemets. C'est quoi le deal? Déjà, comment tu les trouves, ces associés? Comment vous vous dites... tu vois, c'est une nouvelle entreprise, juste à côté. Comment tu gères aussi ton temps, tu vois? Ouais, donc nouvelle société qui s'appelle Botlane Company, qui a un petit clin d'œil à un passé qu'on a eu avec un des associés. En fait, il y en a un, c'est un ami, Christophe. Pour te dire la petite anecdote, on a fait de la compétition de jeux vidéo ensemble. Et c'est surtout comme ça qu'on s'est côtoyés. Et en fait, j'ai une autre passion, c'est la randonnée. Donc j'avais cette volonté de créer un outil. Je voulais faire en fait la suite de mon mémoire. Et je voulais pas que ça passe par du Power BI, je voulais vraiment développer une solution. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Et donc, l'idée, c'est de créer une plateforme collaborative qui permet aux commissaires aux comptes, que ce soit sur mission d'augmentation de capital, commissaire à la transformation, commissaire aux apports, enfin, tout ce qu'on appelle les missions exceptionnelles, qui permet de faire toute la mission de A à Z, donc l'aide de mission avec signature directement dans la plateforme, le client qui peut venir déposer ses éléments, les avocats. Parce que tu vois, il y a quand même un vrai problème sur ce genre de mission, c'est que souvent tu vas demander des pièces à l'expert comptable au client, tu as aussi l'avocat, et ta boîte mail, c'est un enfer. Et tout ça, il faut que tu fasses la mission sous 24 heures, sous 48 heures. Ouais, je vois. Tu vois, il y a une vraie problématique. Et puis, comme tu dis, c'est aussi beaucoup à la mano. Donc en fait, on s'est dit, toutes ces problématiques, on va les résoudre via cette solution SaaS. Et donc moi, j'avais cette idée. Et puis tous les ans, j'organise une randonnée un peu avec des potes. Et cette année-là, je l'invite lui. Et je lui dis, je suis en train d'utiliser des outils low-code, no-code, un peu pour développer ça. Et je me dis, j'attends de voir si ça prend. Je savais qu'il était développeur. Tu vois. Je me dis, j'attends de voir si ça prend. Et puis ça n'a pas loupé. En fait, le lendemain, il m'a dit, mais tu veux pas le coder, ton truc? Puis du coup, c'est parti de là. Et il connaissait le deuxième développeur qui s'appelle Félix, qui est plus sur la partie front, parce que lui, il est sur du back. Et donc, on s'est dit, là, on a toutes les compétences pour y aller. Moi, l'expertise métier, du coup, l'expertise technique. Et puis, let's go, quoi. Je me suis confronté aussi à cette population d'experts comptables, commissaires aux comptes. C'est difficile de leur vendre des choses, parce qu'ils n'ont pas envie de payer, en fait. Comment tu
tu monétises aussi cette solution. Est-ce que déjà elle est finalisée ou pas encore? Et c'est quoi la vision pour qu'ils puissent l'acheter? Pour l'instant, elle n'est pas finalisée. On est en train de travailler dessus. Faut qu'on mette les bouchées doubles d'ailleurs. mais non, ça bosse dur. Comment monétiser? On compte beaucoup sur moi. Parce qu'en fait, tu vois, il y a ce côté aussi confraternité qui est très puissant. Et c'est ce que j'ai pu voir sur d'autres solutions. Parce qu'après, tu vois, j'aime beaucoup les outils digitaux. Donc, je suis bêta-testeur notamment pour Codia. Ok. Qui est à l'Inest en ce moment, qui est une plateforme où tu peux voir des comparables et tout, donc lié à l'évaluation d'entreprise. Mais tu vois, je suis assez investi sur toutes ces choses-là où j'essaye de faire des démos souvent et tout, et de parler avec ces personnes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les experts comptables, c'est très difficile de rentrer sur le marché. Mais une fois que tu y es, une fois que tu as réussi à en convaincre quelques-uns, bah, tu as un bouche à oreille qui est beaucoup plus puissant que dans d'autres secteurs. On se fait très confiance entre nous. Et donc, ouais, on mise pas mal sur moi et sur le fait que j'en parle aux confrères et que petit à petit, on arrive à faire d'acquisitions comme ça. Les experts comptables, comme tu dis, c'est une profession très confraternelle où il y a un respect, il y a un ordre, il y a une déontologie, il y a un cadre. Comment tu vois le marché se dissocier? Tu vois, il y a des gens qui sont quand même assez réfractaires ou assez attachés à l'histoire d'avant. Et nous, on a fait comme ça. Comment tu vois les nouvelles générations? Alors, pas nouvelle génération dans l'âge, mais nouvelle génération dans le mindset. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui s'accrochent à ne pas forcément trop évoluer avec la facture électronique, qui de toute façon on dit qu'on sera remplacé, mais on dit ça depuis 40 ans et on n'est toujours pas remplacé. C'est quoi un peu toi, ta lecture? On n'a pas le choix d'évoluer. En fait, c'est soit on attend et on se fait remplacer, soit on agit directement. Tu vois, je pense que tous les chauffeurs taxis n'étaient pas trop inquiétés. Ils avaient un monopole. Puis du jour au lendemain, ils ont dû évoluer. Ils sont pas morts du coup. Ouais, ils sont pas morts. Mais bon, ils ont quand même... Tu vois, ils ont pris un gros coup, ils ont souffert. Nous, c'est la même question qu'on doit se poser. C'est est-ce qu'on veut souffrir de la même façon en attendant, ou est-ce que dès maintenant, on se bouge? Et ça, je pense qu'il y a un truc qui est très important et que peut-être peu d'experts comptables font, c'est qu'il faut travailler non pas dans son cabinet, mais sur son cabinet. C'est impossible de faire que de la prod ou que de la révision de dossier et tout ça. Il faut vraiment arriver à se libérer du temps pour réfléchir à la strat, pour réfléchir à une vision à 3 ans, à 5 ans, comment tu vois ton métier, comment tu vois ton cabinet, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et vraiment avoir une vision, c'est obligé. À quoi ressemble une semaine type chez toi? Tu vois, parce que au début de l'épisode, tu dis tiens, je me suis confronté au fait que il faut que je fasse des factures, puis il faut que je relance ceux qui me payent pas, etc. Donc c'est plein de petites micro-actions et plein de petites charges mentales qui viennent, qui t'empêchent de dormir, et que tu dis purée, il faut que je fasse ça demain, etc. À quoi ressemble une semaine type? Parce que là, tu parles de système depuis le début. Généralement, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est très bien pour les autres, mais pour soi-même, c'est à l'arrache. Je connais bien. Du coup, à quoi ressemble ton système et à quoi ressemble ta semaine? Pour justement, tu puisses à la fois te dégager du temps personnellement. Bon, je sais pas, raconte-moi tout ça, tu vois. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a encore beaucoup de progrès sur mon système. Non, mais après, je pense qu'il faut essayer d'organiser une semaine type. J'essaie d'organiser ça dès le dimanche soir. C'est-à-dire que j'organise ma semaine, je planifie au maximum. Tout ce qui est comptabilité, je m'interdis de le faire en semaine. Vraiment, je me dis, ok, le samedi matin, je prends 1 heure, j'envoie mes factures à ce moment-là. Mais au moins, tu vois, la semaine, parce que sinon, tu fais des micro-tâches. Tu te dis, j'ai tel client, je peux envoyer telle facture. Et puis, ouais, mais tu t'ouvres Penny Lane, tu prends 10 minutes. C'est des micro-tâches, tu perds du temps. Et surtout, ça t'occupe de l'esprit. Et la semaine, t'as pas le temps pour ça. Donc, je fais ça le samedi. Le dimanche, je fais mes posts LinkedIn. Ok. Mais ça, c'est pareil, tu vois. Au début, je le faisais le mardi soir. Je me disais, je fais le post du mercredi ou mardi dans la journée. Mais en fait, toute la semaine, tu te dis, faut que j'y pense. C'est mon post LinkedIn. Et puis, finalement, t'as un appel pour une mission de commissaire aux apports. T'as pas le temps. Et puis, du coup, tu respectes pas ton truc. Tu sors pas ton post LinkedIn. Sauf que le post LinkedIn, même si ça te permet pas d'acquisition directe, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui te permet aussi de communiquer, de montrer que tu existes, etc. Donc c'est hyper important. C'est limite plus important que de faire de la prod. Ouais, je vois.
Donc il faut que tu arrives à le faire et donc il faut vraiment des créneaux spécifiques pour ça. Et donc moi, c'est le dimanche post-LinkedIn. La semaine, j'essaie de faire de la prod. J'essaie de réserver des moments aussi pour aller au resto avec des confrères, des choses comme ça. Et puis il faut que je trouve plus de temps pour réfléchir à la strat, etc. Ouais, parce que il faut parfois aussi accepter de perdre du chiffre d'affaires, du temps, pour justement créer le système. Quels sont les petits systèmes que tu as créés qui t'ont vachement libéré? Donc là, j'ai bien compris que la partie admin, le fait de le faire la semaine, bon, tu avais l'impression d'avancer, mais en fait, ça te fait reculer dans plein de choses à côté. Donc tu as fait ta compta, mais en fait, ça rapporte rien la compta à l'instant T, tu vois, entre guillemets. Toi, tu le fais le samedi. Le post LinkedIn, tu t'es dit mardi, laisse tomber. Je fais ça le dimanche, parce que je suis pas dans le business, en fait. Donc je peux le faire à ce moment-là. Et est-ce que tu as d'autres petites actions qui ont été assez pertinentes pour toi, tu vois, pour aller soit gagner du temps ou être plus efficace dans ton travail? Ouais, il faut pas hésiter. Tu vois, quand tu as des missions qui peuvent prendre un peu de temps, il faut pas hésiter à tout couper et te mettre dedans à 100%. Parce qu'en fait, tu vas être 2 fois plus efficace. Et en une journée, tu peux faire une mission que finalement tu aurais fait en 2 jours parce que tu as répondu à 10 mails entre-temps, à 5 appels téléphoniques, etc. Et moi, avant, j'étais vraiment, tu vois, je répondais du tac au tac. J'essaie toujours d'avoir cette réactivité, mais du coup, plus sur les temps de pause, sur le midi ou en soirée, où du coup, je réponds. Mais si j'ai besoin de vraiment me lancer dans une mission, j'essaye de couper et de me concentrer à mort. Ça marche bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Prendre du temps pour la lecture. Ça peut être le matin dans le métro, ça peut être le soir dans ton lit, ce que tu veux, mais il faut continuer. C'est hyper important de se former. Donc il faut continuer. Et en fait, plus tu crées une habitude de se dire je le fais un peu tous les jours, plus c'est simple. Parce que ton créneau il est préparé, tu sais que tu vas faire ça à ce moment-là et basta. Ok, hyper clair. Entendu. En gros, tu travailles combien d'heures par semaine? Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce que tu as évalué un peu ton plan de charge? Tu sais, la profession comptable, on dit... c'est une profession où il y a beaucoup de burn-out, où les gens ils sont fatigués beaucoup, etc. Et puis, il n'y a pas que ça, hein. Il y a tous les pans. Mais j'aimerais bien apporter une zone d'équilibre. Tu parles de liberté. Est-ce qu'on est vraiment libre? Tu vois, est-ce que parfois tu sens que tu as des charges plus importantes? C'est quoi la réalité de ton quotidien à toi? Tu vois? Écoute, je veux dire, c'est une année particulière par rapport à ça, parce que j'ai eu un début d'année qui était assez calme. Parce qu'en fait, tu as tout le monde qui est en train de sortir les bilans, mais du coup, toutes les missions un peu de session, augmentation de capital, toutes les missions qu'on pourrait me donner, les évaluations, tout ça, elles viennent plus tardivement. Il y a un peu tout qui est en attente. Du coup, début d'année très calme. Au début, j'ai trouvé ça très cool. J'ai avancé à mort sur la stratégie, j'avais du temps. Et puis au bout d'un moment, tu te dis... Bon, c'est inquiétant. Ouais, je vois. faut pas que ça dure. Et du coup, j'ai totalement l'opposé, où je suis surchargé. Mais vu qu'il y a eu cette crainte de début d'année, tu vois, j'ai dit oui à beaucoup de choses aussi. Donc, ça dépend des périodes. En termes de nombre d'heures, je saurais pas dire. Et puis après, si justement, il y a quand même ce côté liberté. Tu vois, j'ai vu des experts comptables il n'y a pas longtemps et le discours qu'on a eu, c'est important, sachant que tu es entrepreneur, de pouvoir t'accorder à un moment donné une demi-journée dans la semaine. Parce que justement, c'est ça l'intérêt en fait d'être à ton compte. C'est à un moment donné, si le jeudi après-midi, tu n'as pas envie de bosser, bosse pas. Quitte à bosser le week-end ou en soirée. Mais tu vois, tu fais ce que tu veux. Et donc ça, j'arrive un petit peu à le faire, mais pas en ce moment. Je vois. Tu sais, le repos, c'est aussi... Ouais, c'est vrai que le repos, c'est aussi important que le travail, parce que c'est là où tu recharges. Et donc après, tu reviens, t'es déter. Et si tu creuses à chaque fois, tu creuses du temps, de l'énergie. Après, t'en as plus. Et du coup, t'es moins efficace. Ok. Super, mon cher Samy. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir apporté tout ça. J'aurais une dernière question à te poser, que je pose traditionnellement à tous mes invités maintenant. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose que tu pourrais nous partager et tu pourrais partager à nos auditeurs? Tu vois, est-ce que c'est une personne que tu as rencontrée, qui t'a enseigné quelque chose, un mentor, ou alors même une expérience de vie personnelle que tu as vécue et que tu pourrais nous partager?
Je me suis rendu compte de quelque chose en lançant mon cabinet. Tu vois, je suis plutôt de nature un peu gentil, etc. Et j'avais peur de me faire un peu marcher dessus. Et j'avais le sentiment que quand tu te lances, tu dois un peu être un requin pour réussir en tant qu'entrepreneur. Tu vois, faut y aller, faut être un peu Le méchant. loup de Wall Street, quoi. Ouais, c'est ça. Et bah, pas du tout. En fait, je pense qu'avec de la bienveillance, on est capable de la bienveillance et puis de la compétence. Tu vois, juste si tu es quelqu'un de correct, qui fait bien son travail, tu auras de bonnes relations avec les gens qui t'entourent. Et peut-être que tu n'auras pas le deal que tu aurais pu avoir plus rapidement. Mais par contre, ce que tu as, il compte. Et derrière, tu t'inscris dans des relations qui sont beaucoup plus durables. Merci, mon cher Samy, de m'avoir fait le plaisir de venir jusqu'ici dans le studio. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a fait kiffer autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser. Si vous souhaitez prolonger avec Samy, je vous mets son lien LinkedIn en description de cette vidéo. Faites-lui coucou de la part du podcast Les Guides des Chiffres. Aussi, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager et mettre un maximum de force sur ce format. Sur ce, je vous souhaite naturellement le meilleur et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao! Ciao!